Tranche de couple, avec Max et Guillaume, notre vie, notre monde. saison 2. Bonjour, bonsoir, nous sommes Guillaume, et Max, et nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce 14e épisode de la saison 2 de Tranche de couple. Épisode qu'on a choisi d'intituler Amour, tolérance et partage. tout un programme. Petit rappel pour ceux qui nous rejoignent, peut-être pour la première fois. Déjà, bienvenue, on est très heureux que vous soyez avec nous. Ce podcast est donc diffusé le lundi tous les 15 jours. Et entre-temps, on se retrouve sur notre page Facebook et sur notre compte Twitter, toujours tranche le chiffre 2 couple singulier, comme le nom du podcast. Vous pouvez aussi nous envoyer un message par email sur tranche le chiffre 2 couple singulier @gmail.com. On sera toujours très heureux d'avoir vos retours, vos avis sur le sujet et sur les sujets qu'on aborde, ou vos souhaits si vous souhaitez qu'on aborde un sujet en particulier. Et pour terminer cette introduction, on compte toujours sur vous pour faire connaître ce podcast autour de vous, pour autant bien sûr que ce qu'on fait vous plaise. Et comme toujours, si vous le pouvez, mettez une note et un commentaire sur Apple Podcast, et encore aujourd'hui le moyen le plus efficace d'accroître la visibilité de Tranche de couple. Absolument. On commence ce podcast par la rubrique Actu. Et aujourd'hui, premier sujet, Guillaume, tu voudrais nous parler du voyage du pape en Irak. Absolument. Aujourd'hui, je voulais vous parler du voyage du pape en Irak et plus largement de la diplomatie du Vatican et du Saint-Siège. Le Vatican, c'est le plus petit État du monde avec seulement 0,439 km². Il est doté en 2019 d'une population de 453 habitants. Et c'est pourtant un poids lourd spirituel et politique et une voix qui compte énormément sur la scène internationale. Parce que c'est le siège de l'Église catholique, la résidence du pape, aussi parce qu'il renferme des joyaux architecturaux et artistiques tels que la chapelle Sixtine, notamment le possible tombeau de Saint-Pierre, les musées du Vatican. C'est du Vatican, depuis son balcon, que le pape s'adresse aux croyants du monde entier à l'occasion de l'Angélus chaque semaine, mais aussi pour la prière Urbi et Orbi, à la ville et au monde, à Pâques. C'est aussi dans ces couloirs que se joue le volet diplomatique du Saint-Siège, puisque c'est bien le Saint-Siège qui est représenté à l'étranger, en tant que gouvernement de l'Église catholique, et qui fait l'objet donc de cette représentation internationale, et non le Vatican lui-même, et comme je le disais, dont la voix porte très largement. On rappellera ici, pour commencer, que le souverain pontife est le soft power du Saint-Siège, c'est-à-dire la diplomatie sans violence, c'est ça un peu le soft power, peuvent compter sur 5 pouvoirs. Le pouvoir d'ingérence, en pesant sur les débats notamment politiques, par exemple mariage, avortement, loi bioéthique. Pouvoir d'influence, via par exemple les encycliques des différents papes, qui agissent comme une sorte de plan de bataille sur l'un ou l'autre sujet. Laudato Si pour l'environnement, Fratelli Tutti pour les relations sociales, etc. Le pouvoir médiatique, via notamment Radio Vatican qui diffuse son antenne partout dans le monde, ou le journal L'Osservatore Romano. Le pouvoir charismatique, qui là se passe dans la personne elle-même du pape, et qui du coup dépend de qui est assis sur le trône de Saint-Pierre. Et enfin le pouvoir culturel, via notamment les universités pontificales et ou catholiques partout dans le monde, ou encore les lieux de pèlerinage, ou les nombreuses ONG d'obédience catholique actives sur la plupart des terrains de guerre ou de pauvreté partout autour de notre planète. Le premier bras de la diplomatie vaticane, c'est son réseau diplomatique et culturel. Ce n'est pas nouveau. Déjà depuis le Moyen-Âge, le Vatican a souvent joué le rôle d'arbitre dans des disputes de mariage, de terre, de titres. Et à partir du moment où, dès le XIe siècle, les premiers légats, c'est-à-dire les représentants du pape, sont envoyés aux 4 coins de l'Europe. Les premières nonciatures, c'est-à-dire les ambassades plus ou moins du Saint-Siège à l'étranger, apparaissent au XVIe siècle, et ont continué de se développer partout dans le monde jusqu'à aujourd'hui. Le Saint-Siège a développé un réseau de représentation diplomatique partout dans le monde, sans considération des religions majoritaires ou des régimes politiques. Il est présent dans 183 États en 2018. La particularité étant donc que c'est une autorité spirituelle qui est représentée, c'est le seul exemple existant aujourd'hui. Les principaux objectifs de ces nombreuses représentations sont la promotion des intérêts des catholiques et des chrétiens en général, et on y reviendra dans la partie sur le voyage en particulier, de plus en plus du dialogue interreligieux, la promotion des valeurs de l'Église, hors de toute considération de nation et même de religion, la promotion de l'environnement et enfin celle de la paix. L'autre bras actif de cette diplomatie vaticane, qui va nous intéresser aujourd'hui, aux côtés du réseau de représentation, c'est celui constitué par les voyages pontificaux, les voyages spirituel du pape à l'étranger. C'est Paul VI qui a initié les premiers voyages officiels, mais c'est Jean-Paul II qui, durant son pontificat, a fortement développé ces voyages et leur importance, via notamment ses présences régulières pour les Journées mondiales de la jeunesse.
Il aurait effectué pendant les 26 années de son pontificat pas moins de 106 visites pastorales, c'est le nom qu'on donne à ses voyages, à l'étranger dans 127 pays différents. Notablement en Pologne, à Cuba notamment, ce sont des voyages qui ont particulièrement marqué par l'importance géopolitique qu'ils avaient au moment où ils ont été effectués. Benoît XVI, quant à lui, a effectué 25 visites pastorales en 7 ans, et François a déjà visité en 7 ans de pontificat également plus de 40 pays au cours de 33 voyages. Son premier voyage a donné le ton de tous les suivants. Il s'est en effet rendu en 2013, quelques semaines seulement après son élection, sur l'île de Lampedusa, en Italie, dans un camp de migrants. Il expliquait alors ainsi ses choix. « J'ai préféré privilégier des pays dans lesquels je peux apporter une petite aide, encourager ceux qui, malgré les difficultés et les conflits, travaillent pour la paix et l'unité. Des pays qui sont, ou ont été, en grave difficulté », répondit ainsi le pape à la question de savoir si, dans ses choix de voyage, l'Europe n'était pas un peu négligée. En gros, le pape François, c'est un pape tout-terrain qui veut aller partout, y compris là où on ne l'attend pas. Et c'est dans cette optique-là qu'il s'est rendu au début du mois de mars en Irak, un des derniers pays qui n'avait jamais été visité jusqu'à maintenant par le pape. C'est un voyage qui était dans son esprit depuis 2014, mais qui s'est officialisé en 2019. Il a été annoncé d'abord pour 2020, reporté pour cause de pandémie, et malgré tout effectué sur 3 jours, du 5 au 7 mars dernier. Il a parcouru le pays du nord au sud comme aucun autre chef de l'État ne l'a fait auparavant, bravant les difficultés de sécurité et donc de logistique, malgré des villes en très grande partie en ruine, des populations en grande partie déplacées. Il a parcouru toutes ces villes meurtries par la guerre et les sévices de Daesh. Il s'est rendu successivement à Bagdad, où il a prié dans la cathédrale syro-catholique, notamment pour 48 catholiques assassinés en octobre 2010. À Nadjaf, où il a rencontré pendant 1 heure le grand ayatollah Ali al-Sistani, figure spirituelle majeure mais très discrète du pays. Cette rencontre a donné par ailleurs lieu à des déclarations de chacune des autorités extrêmement en phase l'une avec l'autre, ce qui n'est pas toujours le cas, notamment sur la lutte contre l'injustice, l'oppression, la pauvreté, les persécutions religieuses et intellectuelles. Il s'est également rendu dans le nord du pays, à Mossoul, où, devant une église en ruine, il a rappelé ce qui restera probablement sa plus émouvante prière de ce voyage. « Si Dieu est le Dieu de la vie, et il l'est, il ne nous est pas permis de tuer nos frères en son nom. Si Dieu est le Dieu de la paix, et il l'est, il ne nous est pas permis de faire la guerre en son nom. Si Dieu est le Dieu de l'amour, et il l'est, il ne nous est pas permis de haïr nos frères. » Une prière extrêmement puissante qui restera probablement comme le mot d'ordre de ce voyage. Et il s'est rendu également à Karakoche, où il a prié avec d'autres croyants dans une église qui avait été transformée par Daesh en prison, et appelé tous ceux qui ont dû quitter leur terre au moment de la guerre ou ensuite, à y revenir s'ils le peuvent. Il s'est enfin rendu à Erbil, dans le Kurdistan irakien, où il a célébré une messe dans un stade devant 10 000 personnes. Il a promis par ailleurs à son départ que oui, l'Irak restera toujours avec moi. Ce voyage est en fait un concentré de la puissance diplomatique du Saint-Siège. Symboliquement fort, politiquement inédit, et d'une grande autorité spirituelle, avec toujours pour objectif de rapprocher les peuples entre eux et de promouvoir la paix et la tolérance. Merci Guillaume pour cette actualité Désolé, assez fouillée. c'était un peu long, mais c'était un sujet qui me tenait particulièrement à cœur. Bon, je vais laisser un peu la parole à Max, parce que c'est pas tout ça, mais je peux pas être le seul à parler. Et Max, tu vas aujourd'hui nous parler dans la rubrique « On décrypte l'Europe » de la boussole numérique, KESACO. Exactement. Alors cette semaine, les commissaires Vestager et Breton ont présenté... C'est pas Vestager qu'on a croisé à la sortie de Deleuze l'autre jour ? Si, comme quoi c'est assez simple. Ont donc présenté ce qu'ils ont appelé la boussole numérique. Vous le savez, la Commission européenne a fait de la transformation numérique de l'Union européenne une de ses priorités. Et donc, le plan qui a été proposé cette semaine, c'est un plan à horizon 2030. Donc, on fixe des objectifs pour 2030 qui visent une transformation numérique réussie pour une société plus résiliente et plus prospère. Alors, regardons un peu plus dans le détail. 4 objectifs principaux sont proposés. Tout d'abord, que 80% de la population européenne dispose de compétences numériques de base et qu'on ait en Europe un secteur du numérique qui soit dynamique, paritaire, c'est-à-dire qu'il y ait beaucoup plus de femmes qui investissent ce champ d'activité, et hautement qualifiées. Deuxième objectif, que nous ayons des infrastructures numériques durables, sûres et efficaces, ce qui passe par un accès au très haut débit numérique pour chaque foyer européen, la production en Europe de certains composants essentiels,
comme les processeurs d'ordinateurs. Et on sait en ce moment qu'il y a une forte tension parce qu'ils sont principalement produits en Chine ou aux États-Unis et c'est extrêmement compliqué. Et donc, on avait un peu perdu ces compétences industrielles en Europe et donc il faut réinvestir. Mais également la maîtrise de l'ordinateur quantique. Troisième objectif, une transformation numérique des entreprises et notamment des PME qui doivent pouvoir utiliser les outils numériques qui sont aujourd'hui développés, tels que le cloud, l'intelligence artificielle et ces différents outils. Un accroissement du nombre de géants européens du numérique, on parle des licornes, et une transformation des services publics qui doivent être accessibles à tous en ligne, et 80% des citoyens devraient utiliser un système d'identité numérique qui soit sûr et sécurisé et qui donc vous permette de pouvoir dire qui vous êtes par ce système sécurisé. Mais du coup, c'est un coup du lobby LGBT s'il y a des licornes dans cette affaire. Non, et plus sérieusement, on espère juste que les e-ID fonctionneront un peu mieux que les lecteurs de cartes à puce qui existent aujourd'hui en Belgique. Ça, c'est bon. Alors voilà, après l'idée c'est que la Commission elle promeut un système de standard européen. Chaque nation ensuite le déploie de sa manière à elle. Donc par exemple la Belgique est un petit peu plus avancée par exemple que la France parce qu'elle a déjà une puce électronique sur sa carte d'identité. Ça arrivera en France à partir de l'été prochain. Ça fonctionne très bien tant que vous n'avez pas acheté un lecteur de carte individuel. Alors, cette boussole numérique fixe une réelle ambition. Elle sera appuyée par des financements qui sont issus du plan de relance européen et du budget européen. Vous savez, le plan de relance européen prévoit que 20% de cette enveloppe doit être consacrée à des investissements numériques. Ça sera notamment le cas pour déployer la fibre beaucoup plus dans les pays européens. Alors, c'est essentiel pour que l'Union européenne reste un espace attractif, dynamique, autonome quand c'est nécessaire. J'ai mentionné aujourd'hui les grandes difficultés d'approvisionnement en processeurs, mais aussi compétitif face aux autres économies mondiales. Reste maintenant à le mettre en œuvre, et au-delà des incitations financières, la Commission va pouvoir aussi s'appuyer sur une revue de ses régulations numériques. On parle ici de la régulation liée au marché numérique européen ou à celle des services digitaux. Il y a tout un ensemble de régulations qui permettent de faire progresser, de faire monter le niveau d'exigence et le niveau d'intégration du marché commun européen du numérique. Mais la crise nous a aussi rappelé que d'ailleurs il n'y a pas que dans les processeurs que l'Union européenne devrait songer à rapatrier certaines compétences. Ça marche aussi pour d'autres choses, notamment tout ce qui... on le voit aujourd'hui d'ailleurs avec les vaccins, où une partie des soucis d'approvisionnement ne viennent pas tant du fait que les vaccins sortent de l'Union européenne, ça c'est un problème, mais également du fait que faire venir les matières premières de ces vaccins dans les usines, c'est déjà un souci. Donc Alors, j'espère que ce sera aussi... Tout à fait, Guillaume. Alors, cette actu, elle était focalisée sur les aspects numériques, mais la Commission a présenté aussi une stratégie industrielle pour l'Union européenne qui vise à identifier un certain nombre de secteurs d'activité dans lesquels on doit développer l'industrie ou redévelopper une industrie en Europe. Et puis, lors du récent Conseil européen, lors d'un Conseil européen qui a eu lieu il y a 10 jours, les États membres, les chefs d'État et de gouvernement, ont demandé à la Commission d'identifier les technologies et les capacités critiques afin de réduire nos dépendances et nos vulnérabilités dans ce qu'on appelle les chaînes d'approvisionnement, justement pour réduire cette situation où on est en fait dépendant et où quand il y a une crise, on voit bien, les frontières se referment, il y a une tension sur les approvisionnements et c'est compliqué. Et ça devient un peu chacun pour soi. C'est aussi c'est quelque chose qui est couvert par ce qu'on appelle l'autonomie stratégique européenne. C'est avoir une certaine capacité d'être autonome dans des domaines critiques. Alors, on passe ensuite au point Belgitude avec un point d'actualité qui est assez dramatique. Absolument. Voilà, aujourd'hui, c'est pas un point Belgitude très drôle. D'habitude, on en profite pour vous mettre des choses un peu plus légères. Mais je voulais revenir cette semaine sur l'assassinat d'un homme il y a quelques jours à Beveren, en Flandre. Même si le contexte n'est pas encore tout à fait clair, ce qui est très clair, c'est qu'il est tombé dans un piège tendu via une application de rencontre dédiée aux homos. Ça prouve que, même si
Le motif, le mobile n'est pas encore tout à fait clair. On ne sait pas si c'était un piège pour le volet qui aurait mal tourné ou clairement un acte homophobe. En tout cas, ça nous montre que rien n'est jamais acquis en matière de droit et de sécurité pour les personnes LGBTQI+. Et pourtant, on est en Belgique, qui est l'un des pays d'Europe les plus en pointe en la matière. C'est le deuxième pays à avoir ouvert le mariage aux couples de même sexe dès 2003. La question des droits et des libertés aujourd'hui et des personnes LGBT est profondément ancrée dans la société. En fait, ce n'est même plus une question, c'est un fait. Et pourtant, ce genre d'événement tragique nous rappelle que, justement, oui, rien n'est acquis et que la justice doit sans cesse rappeler à tous et à toutes que ces acquis doivent être protégés. Ça nous rappelle aussi combien, dans certains milieux, l'homophobie est encore forte et jusqu'où elle peut mener, en fait, au pire, à l'inimaginable. Cela pose également la question d'une part de comment mieux sécuriser ces applications de rencontres. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? On sait que ces applications sont un peu un nid, des faux profils, des choses comme ça. C'est un peu comme à l'ère de Twitter, Facebook, ça nous montre combien tous ces réseaux sociaux, ces applications sociales qui apparaissent comme un bénéfice, possèdent aussi tout un côté sombre auquel il serait important de s'attaquer pour éviter que ce genre de choses se produisent. Et puis, l'autre question, c'est comment faire en sorte que la société puisse continuer toujours à faire avancer la tolérance et combattre la haine, puisque même en Belgique, même là où ça paraissait être un état de fait, c'est toujours remis en question, et ça pose aussi enfin la question du rôle de la justice qui doit restaurer, puisqu'on a appris que les assassins présumés n'en étaient pas à leur coup d'essai en matière justement de pièges de personnes, notamment via des applications de rencontres. Voilà, et on rappellera et on ne pourra que rappeler qu'il faut toujours être vigilant pour sa propre sécurité. Si vous utilisez ces applications et que vous allez à un rendez-vous, eh bien, dites à quelqu'un, ayez quelqu'un de confiance à qui vous dites Où vous allez. Prévoyez un mécanisme qui fait que, je sais pas, au bout de 10 minutes, cette personne doit vous appeler pour voir si tout se passe bien. Soyez vigilant si vous faites venir quelqu'un chez vous. Voilà, les réseaux sociaux, on ne sait pas qui est derrière les profils, et donc soyez vigilants pour vous et pour vos proches. L'anonymat est une bénédiction et une malédiction. Soyez vigilants. Alors on passe à notre rubrique vie de couple. C'est un peu n'importe quoi, soyons objectifs et honnêtes. Ces derniers 15 jours, on vous avait parlé de routine dans le dernier podcast. On aurait bien aimé finalement retourner à la routine. Bon voilà, alors ces derniers 15 jours, de mon côté, ça a été quarantaine. Quarantaine parce que j'ai été cas contact d'un de mes collègues de bureau. Oui, un an après parce que... Joyeux anniversaire Covid. Parce qu'il y a un an, en fait, les 15 jours juste avant que le confinement soit déclaré en Belgique, j'étais déjà en confinement parce que un de mes collègues avait été testé positif. Et donc rebelote. Bon, alors je dois dire que peut-être à la différence d'il y a un an, d'une part, on était maintenant, on a une certaine habitude du télétravail et du fonctionnement d'Internet, parce que je rappelle, il y a un an, on venait juste de déménager et on n'avait pas Internet. Donc le télétravail avec les données partagées par le téléphone, c'était un peu compliqué. Et puis à l'époque, on n'avait pas encore d'ordinateur portable professionnel dans mon boulot, alors c'était un petit peu plus compliqué aussi. Donc voilà, pour moi, j'avais pas de symptômes, tout s'est bien passé. Concrètement, j'ai passé 15 jours à la maison à télétravailler, un peu comme routine, d'habitude, quoi. Donc ça n'a pas changé grand-chose. Ouais. Et puis toi, Guillaume, 15 jours un peu compliqué aussi. Moi, j'ai un peu galéré là. On se rend compte que vouloir faire des projets de spectacle vivant en période de Covid, c'est pas simple. C'est physiquement et mentalement assez éreintant. Mais bon, voilà, on est content de reprendre des choses. Mais on se rend compte que les acquis également en termes de mobilité, de frontières, de liberté de circulation, ces choses comme ça sont aussi fragiles et que quand ils sont remis en question, ça remet pas mal de choses aussi en question derrière. Bon, voilà, on va pas s'étendre sur le sujet, mais autant dire que j'espère que ça va très vite passer. Et sinon, rien à voir, mais ne faites surtout pas ravaler votre façade en hiver, sinon vous allez vous retrouver avec un échafaudage pendant 3 mois devant chez vous.
Eh ben oui, parce que en fait, le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas travailler dès que les températures sont en dessous de 5 degrés. Et puis forcément, bah, s'il pleut, c'est pas non plus terrible. S'il y a du vent, ça marche pas non plus. Autant dire qu'en Belgique, en hiver... Voilà. Alors nous, bah, on était un peu en, comment dire, on était en attente, vous le savez, on l'avait mentionné, je crois que ça faisait partie des travaux qu'on voulait faire dans notre maison. Je suis pas sûr qu'on l'ait mentionné dans notre podcast, mais donc on avait sollicité donc auprès de l'entreprise de pouvoir commencer. Et puis bah, c'est un peu eux qui ont fixé la date du début des travaux en fonction de leurs contraintes. Et donc ben, ça a officiellement, je pense, commencé début février. Peut-être le 10 février. Et c'est vrai qu'on a globalement commencé juste après qu'ils aient monté par l'échafaudage. Bon, bien sûr, une petite semaine où ils ne sont pas venus. Et puis ensuite, bah, il y a eu une période de grand froid, donc là, ils ne sont pas venus non plus. Voilà, donc c'est pas simple. Surtout qu'on a aussi une occupation des sols qu'on doit payer à la commune. Donc on va un peu voir comment tout ça va évoluer. J'espère que c'est un forfait. Et puis, un petit conseil qu'on peut vous donner, bah, soyez attentif à ce qui est marqué dans les devis, parce que par exemple, on a eu une petite surprise de voir que certains aspects n'étaient pas compris. Par exemple, donc, on a une pierre bleue en bas de notre maison, et cette pierre bleue, ils l'ont passée au sablage. Hein. Donc ça veut dire qu'ils passent en gros un Karcher. Plusieurs pierres bleues en fait, pour être... Oui, ok. On a de la pierre bleue. Il y a un sous-bassement de maison en pierre bleue. Voilà. Et donc, ils passent un Karcher avec de l'eau et du sable à forte pression pour, en gros, nettoyer cette pierre. Et en fait, on s'est aperçu, bon, ce qui est assez logique, hein, mais que certains joints qui peut-être étaient fragilisés, en fait, ont sauté. Et quand on a fait remarquer à l'entreprise en disant on espère que vous viendrez colmater les joints, ils nous ont dit... c'est pas prévu dans le devis. Voilà. Alors, ils reconnaissent que c'est assez probable, que oui, c'est normal. Mais en même temps, il vous propose un petit supplément de 250 € hors taxe pour refaire 3 bouts de joint. City Façade, si tu nous entends. Bam. C'est pas bien. Bref. Oh, et sinon, quand même, un point un peu sympa, un peu cocooning, parce qu'en ce moment, on a aussi besoin de cocooning. Il fait toujours froid. En plus, il recommence à faire humide. Bref. Il pleut pas mal la nuit. Alors, ouais. Quand on dort sous les toits, ben voilà, c'est autre chose. Oh dear. Il faut qu'on vous parle de nos fat boys. Ah Max, ouais, tu veux nous parler des Fat Boys ? Alors, je ne sais pas si vous connaissez les Fat Boys. C'est une entreprise américaine qui fait des espèces de poufs. Toi-même. Avec des micro-billes à l'intérieur. Mais c'est des poufs un peu géants. Vous en avez sans doute vu des poufs avec des poires et tout ça. Mais là, c'est vraiment des trucs un peu géants. On s'était dit, notamment dans notre studio qui me sert aussi de bureau et d'espace de prière, de lecture. Voilà, on a pas mal de lumière l'hiver, notamment de soleil. Et donc, que c'était un petit espace sympathique où on pourrait lire. Et donc, on s'est finalement dit qu'un Fat Boy, ça pourrait être assez chouette. Absolument. Et donc, on a eu la chance d'avoir un Fat Boy pour Noël. Joli Fat Boy rouge. Voilà. Et puis, en fait, ce Fat Boy, on l'a mis dans le salon. On s'est rendu compte qu'il manquait quelque chose ailleurs aussi. Et du coup, on n'avait toujours pas de Fat Boy dans cet espace sous le toit. Donc, on a investi dans un deuxième Fat Boy. Et on doit dire, c'est assez top. C'est très agréable. On peut être assis pour travailler, on peut être couché, on peut être à deux, tout seul. Enfin, c'est vraiment quasiment très, très debout agréable. Si on veut se mettre devant un bureau, c'est aussi possible. C'est un peu moins confortable, mais ça passe. Alors, je dois dire qu'on avait eu aussi l'idée par le fait que chez mes parents, il y a un Fat Boy d'extérieur qui avait été acquis pour être autour de la piscine. Et donc, c'était aussi une bonne inspiration. Absolument. Bref, une grande réussite, ces Fat Boys. Alors, on a l'espoir que vous aussi, vous pourrez en profiter lorsque les frontières ouvriront. C'est pas encore pour demain. A priori, pas avant le 1er mai. Allez, courage. On y est presque. Alors, par contre, même si les frontières n'ont pas été rouvertes, la bulle sociale a néanmoins été élargie. Hein. Champagne. Enfin, on vous parle de la bulle sociale extérieure, bien sûr, et non pas de la bulle sociale intérieure qui reste à une personne extérieure au foyer. C'est assez limité. Alors, on vous parle, bien sûr, une personne extérieure au foyer, vous pouvez faire venir chez vous et que vous pouvez, avec qui vous pouvez être sans masque. Donc, à l'extérieur, on est passé désormais de 4 à 10 personnes. Et l'extérieur, c'est à la fois dans les parcs, dans la rue, mais aussi dans votre jardin.
Et donc, comme l'a précisé le ministre de l'Intérieur, si ces personnes doivent aller aux toilettes, elles ont le droit d'aller à l'intérieur de votre maison pour aller aux toilettes. Et ça, c'était seulement la deuxième information. La première information très importante, c'est que désormais, ces personnes ont le droit de passer à travers la maison, à l'intérieur, pour pouvoir se rendre dans le jardin. Et oui, parce que notamment à Bruxelles, les cours n'ont pas d'accès direct à la rue. Il faut passer par la maison. Absolument. Ma foi. Allez. Alors, manque plus néanmoins un espèce de petit réchauffement du temps, hein, parce que, comme l'a dit Guillaume, on est plutôt dans un temps de fraîcheur, de froideur, et d'humidité, de pluie. Qui n'incite pas forcément à se retrouver à 14 heures. Après, il faut dire que quand ils ont pris ces mesures, on était à la fin du mois de février, où on a eu une espèce de demi-printemps qui s'est calé, de 2-3 jours, où tout le monde était dans les parcs. C'était un peu le bazar d'ailleurs. Mais bon. Bon, donc on espère pouvoir bientôt à 10 personnes se retrouver pour des grandes balades, pour se retrouver à l'extérieur dans une étendue d'herbe. Effectivement, quand on a eu ces 2-3 petites jours de chaleur, on a vu des prairies bondées. C'était un peu too much d'ailleurs. Et puis, du coup, malgré le froid, nous, on en a profité la semaine dernière pour faire une chouette balade d'une 30aine de kilomètres en vélo dans la forêt de Soignes. C'était bien, il faisait très beau. C'est une grande forêt au sud-est de Bruxelles, qui n'est pas très très loin de chez nous, et on espère aussi avoir l'occasion d'aller nous balader avec vous quand vous viendrez nous voir. Absolument, absolument. Max, une petite rubrique découverte aujourd'hui, avec un réseau social dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Ou pas. Clubhouse. Et oui, alors Clubhouse, c'est un réseau social qui est resté un peu confidentiel quand même. C'est un réseau social pas comme les autres, puisque là où Instagram est focalisé sur la photo, YouTube sur la vidéo, Clubhouse, c'est un réseau de la voix. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun système de chat écrit, juste des espaces de discussion orale, les rooms ou des salles de discussion, où chacun est représenté par sa photo de visage et peut demander à prendre la parole. C'est un réseau de l'écoute, car comme il y a plusieurs personnes sur scène, c'est-à-dire l'espace où on peut s'exprimer, il faut être attentif et se respecter les uns les autres pour éviter une vraie cacophonie. Alors Clubhouse, c'est un réseau social qui a été lancé au début du confinement aux États-Unis, c'est-à-dire en avril 2020, par un système d'invitation qui est toujours en vigueur aujourd'hui et qui a permis au réseau de grandir progressivement. Pour juste une petite information, je rappelle que la messagerie de Google Gmail, à l'époque où c'était aussi confidentiel, a aussi été lancée avec un système d'invitation au début. Oui, voilà, pour dire l'état ce que ça peut devenir sur le long terme. C'est un système qui est assez connu et couru. À la fois, ça permet de gérer le nombre de connexions, le nombre de comptes pour éviter que les serveurs, par exemple, augmentent trop vite, pouvoir voir un petit peu comment ça fonctionne et tout ça. Et puis en même temps, ça donne un aspect club, et donc ça donne envie aux gens d'aller voir. L'exclusivité, c'est toujours un moyen que les gens aient envie de rejoindre. Alors c'est un réseau social qui est, je dirais, plutôt décomplexé et qui joue sur la bienveillance. Alors ici, tout le monde utilise son vrai prénom et son vrai nom. Tout le monde met une vraie photo de profil et se tutoie, même si on se parle pour la première fois et même si la personne à qui tu parles est PDG ou ministre. Et oui, car avec son fonctionnement par invitation et uniquement disponible sur les appareils Apple, et oui, ça c'est aussi une autre limitation. J'avais pas capté ça. Ouais, bientôt ils auront une application sur Android, mais pour l'instant c'était pas le cas. Clubhouse, c'est un club qui est un peu exclusif, ce qui attire forcément les personnalités. Et on a eu ainsi des rooms avec Elon Musk, Xavier Niel ou encore Cédrico, le ministre. Explique ce que c'est qu'une room. Je l'ai dit, la room, c'est l'espace de discussion. Et oui, parce que c'est tout en anglais, forcément, parce que c'est une application américaine au départ. Et donc, de manière un peu étonnante, ce mélange de simplicité et d'exclusivité fonctionne très très bien. Alors au départ, c'était surtout le monde de la tech, des startups, du capital risque qui a commencé à évoluer sur cette application. Mais rapidement, ce nouveau réseau est devenu, a été approprié par différentes communautés, notamment la communauté afro-américaine ou la communauté LGBT+, qui utilise Clubhouse comme une plateforme pour donner un espace de respiration à chacun, valoriser des initiatives ou simplement se rencontrer. Clubhouse, c'est pas mal de réseautage aussi, avec notamment le concept des rooms silencieuses, un peu étonnant. Le principe, c'est que tu te connectes, tu cliques sur les différents profils, et puis tu t'abonnes à ceux qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi. Alors tu t'abonnes sur le réseau,
mais aussi beaucoup d'utilisateurs mettent en lien leur compte Instagram ou leur compte Twitter, ce qui permet ensuite de se retrouver sur ces réseaux-là, de se suivre sur ces réseaux-là. Et puis comme les gens utilisent leur vrai nom, dès que tu trouves des personnes qui sont intéressantes d'un point de vue professionnel, tu peux aussi te connecter sur LinkedIn. Autant dire que pour l'instant, le monde de l'opéra n'est pas très bien représenté sur Clubhouse. Je remercie Max très fortement je te remercie pour ton invitation, mais j'ai encore un peu de mal à trouver mes marques là-dessus. Effectivement, tu peux t'abonner donc à ces personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi. Tu parles, Guillaume, de l'opéra. Et donc, en fait, Clubhouse, ça fonctionne en cercle concentrique. Donc, au départ, quand tu rejoins l'application, tu vois quasiment rien ou presque. Ce qu'on donne comme conseil à tout débutant, c'est de s'abonner à 25 personnes en fonction de sujets d'intérêt. Et puis, c'est comme ça que tu verras des salles de discussion ou même des clubs qui rejoignent tes centres d'intérêt. Et donc, comme je l'ai dit au départ, c'était plutôt centré sur la tech, les startups, le capital risque. Et donc, il y a beaucoup de salles là-dessus. Mais progressivement, on a vu émerger, en fait, notamment des comédiens. Donc, il y a des salles de comedy club françaises ou anglophones. Il y a notamment Gad Elmaleh qui a rejoint il y a quelques jours Clubhouse et donc qui est régulièrement dans ces salles-là. Et puis, on partage un peu, voilà. Sur des idées, des envies, des expériences. Alors, moi, ça fait un peu plus de 2 semaines que j'utilise Clubhouse et je vais vous dire ce que j'en pense. Alors, au départ, c'est effectivement un peu déroutant, à la fois comme environnement et comme système. Mais l'audio, c'est un médium qui est très agréable. Alors, vous qui écoutez des podcasts, vous le savez. Mais ça peut aussi être un peu addictif parce qu'il y a des tonnes de discussions super intéressantes. Moi, par exemple, qui m'intéresse à la cybersécurité, quasiment tout le temps, il y a des salles de discussion sur la cybersécurité. Si bien qu'il oublie Top Chef le lundi soir. Voilà. Alors, on parle aussi du syndrome FOMO, Fear of Missing Out. C'est, en gros, tu as peur de rater quelque chose. Et donc, finalement, tu es connecté quasiment en permanence. Et c'est quelque chose qu'on a vu. Moi, je vois, il y a des gens, ils sont quasiment connectés tout le temps. Alors, c'est vrai que pour beaucoup, Clubhouse a représenté une vraie bulle de respiration et de socialisation en cette période de pandémie et d'activité économique à l'arrêt ou ralenti. Alors, du coup, ça nous interroge sur la pérennité de la présence de ces gens sur Clubhouse quand finalement tout le monde aura été vacciné et qu'on reviendra à nos activités habituelles, à retourner au travail et tout ça. Et puis, un autre aspect que j'en tire, c'est que Clubhouse n'a pas vraiment de limite dans la manière dont on peut l'utiliser. L'autre jour, par exemple, je me suis connecté à un loup-garou en live, très étonnant, drôle, mais ça. En fait, ça marchait super bien. J'ai adoré, ouais, c'était très chouette. Alors, bien sûr, dans ce cas-là, il faut compléter Clubhouse d'un système de chat ou de WhatsApp ou de signal, parce que forcément, pour que le modérateur puisse parler avec la petite fille ou voir les loups-garous discuter entre eux, il faut avoir un système complémentaire. Ça doit être sympa en Zoom, le loup-garou. On devrait essayer de faire des Zoom loup-garou. Ouais, là encore, tu devras aussi avoir un système de chat pour compléter. Mais il y a un système de chat dans Zoom, c'est pour ça que... Oui, de chat individuel. Avec plusieurs personnes. Pas bilatéral, mais si tu as 2 ou 3 loups-garous qui se parlent entre eux, il faut qu'ils puissent se parler entre eux. Mais après, c'est compliqué tout ça. Et alors, une autre question que j'ai, c'est au fur et à mesure que le Clubhouse deviendra plus commun, où il y aura de plus en plus d'utilisateurs, parce que effectivement, quand tu es invité à rejoindre Clubhouse, on te donne d'abord 2 invitations, et puis lorsque tu utilises l'application, on te donne encore des invitations supplémentaires. Donc n'hésitez pas surtout à demander aux gens que vous connaissez de vous donner une invitation. Au fur et à mesure que Clubhouse va devenir plus massif, on peut se demander si cet esprit de bienveillance va perdurer, et naturellement le rôle des modérateurs des salles de discussion sera tout à fait clé, tout comme les règles de Clubhouse. Par exemple, si un utilisateur est exclu parce qu'il a créé une salle de discussion sur un sujet qui était à l'encontre des règles d'utilisation, ou s'il est rentré dans une room et qu'il a foutu le bazar, il peut être exclu, mais la personne qui l'a invité à rejoindre Clubhouse sera lui aussi exclue. Donc il faut faire attention à qui tu partages ton invitation. Voilà, en bref, une expérience très intéressante, mais attention à ne pas devenir addict. Absolument. La conclusion que je tire de tout ce que tu nous dis là, Max, c'est que enfin le désespoir lié au Covid et d'ailleurs en règle générale de la génération Y en mal de podium a enfin trouvé sa parade. On peut tous partager une réunion informelle, un petit chat, un petit coffee break avec un ministre, un PDG ou un humoriste. Wouh!
Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode qui, on le rappelle, s'appelait Amour, tolérance et partage. On espère que vous avez compris le fil rouge et à quoi se rattache chacun de ces 3 mots dans nos différentes rubriques et sujets qu'on a traités aujourd'hui. Et oui, pour le coup, on avait vraiment réfléchi à ce nom qui est un peu moins original que d'habitude, mais qui parlait assez il est plutôt bien. original. Non, c'est sympa. Alors, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux. Sur Twitter, sur Facebook, voilà, il y a quelqu'un qui... Max va avoir son petit travail de montage maintenant, 1 heure, 1 heure et demie, et moi je vais avoir mon petit travail de faire en sorte que vous soyez informés de cet épisode plusieurs fois par semaine sur Facebook et sur Twitter. Donc allez-y, likez la page Facebook, mettez des likes sur Twitter, retweetez, partagez, envoyez, dites-nous ce qu'on peut faire de mieux, parce que nous aussi ça nous intéresse de savoir encore une fois comment est-ce qu'on peut progresser. On sait que tout n'est pas parfait, c'est un podcast personnel où on parle aussi des choses qui nous touchent personnellement, mais on sera ravis de vous écouter. Et faites-nous aussi partager peut-être des choses, faites-nous découvrir des choses, et puis on en parlera dans un prochain épisode. Clubhouse, c'est déjà faire. Et je veux pas faire un spoiler, mais Twitch, c'est pour la prochaine fois, donc soyez un peu originaux. Voilà, donc on vous retrouve dans tous les cas pour un prochain épisode dans 15 jours. Et puis voilà, d'ici là sur Twitter, Facebook. Gros bisous, continuez à sortir masqué, on vous embrasse, à très vite. Pour de nouvelles tranches vitaminées.